Au printemps 1885, sur la frontière aride entre l'Arizona et le Texas, une orpheline de 18 ans, Clara Boone, erre dans l'ombre d'un passé marqué par la perte et les mensonges. Seule avec un revolver brisé, l'ex de son père, elle découvre un homme piégé dans la boue, un comanche traqué. Un choix audacieux, sauver ou fuir, déclenche une tempête qui pourrait réécrire le destin d'une nation. Que cachent les cendres du passé? Une vérité enfouie émergera-t-elle sous les étoiles du désert? Abonnez-vous et partagez d'où vous écoutez. Laissez-vous captiver. Le vent du désert murmure encore des secrets non dévoilés. Le vent d'avril 1885 charriait une odeur de pluie acide et de poussière rouge, balayant la frontière entre l'Arizona et le Texas, là où la prairie se heurte au désert, là où la vie se dispute à coups de sueur et de sang. Clara Boone, 18 ans, orpheline au regard durci par les épreuves, avançait à pas lents, tenant par la bride un cheval efflanqué. Ses bottes usées crissaient sur le sol craquelé, et dans sa poche pesait le revolver brisé de son père, William Boone, un chasseur de primes fauché par une explosion mystérieuse dans une mine. Les gens du coin juraient que les Comanches l'avaient tué, et Clara, élevée dans cette certitude, portait cette haine comme une seconde peau. Pourtant, ce matin-là, le destin allait fissurer cette armure. La tempête de la veille avait transformé le lit asséché d'un ruisseau en un piège mortel, une boue argileuse qui engloutissait tout ce qui osait s'y aventurer. Clara, venue chercher de l'eau pour le relais de chevaux où elle travaillait, s'arrêta net. Un grondement rauque, presque animal, perça le silence oppressant du désert. Ce n'était pas le cri d'un coyote ni le sifflement d'un serpent à sonnette, mais un râle humain, un souffle de lutte désespérée. À travers les buissons épineux, elle aperçut une silhouette, engluée jusqu'à la poitrine dans une boue épaisse, luisante sous le soleil impitoyable. L'homme se débattait, ses muscles tendus luisant de sueur, mais chaque mouvement l'enfonçait davantage, comme si la terre elle-même réclamait son dû. Clara s'immobilisa, le cœur battant à tout rompre. Ses yeux scrutèrent l'inconnu, peau cuivrée, cheveux noirs collés par la boue, une cicatrice barrant son torse. Un Comanche, les récits du relais, des histoires de raids, de scalps, de sauvagerie, lui hurlaient dans les de fuir. Les gens du coin la traiteraient de traîtresse si elle s'approchait. Mais alors que ses jambes lui tremblaient, prêtes à l'entraîner loin, les yeux de l'homme croisèrent les siens. Ils n'étaient pas ceux d'un monstre, mais d'un homme au bord du gouffre, où la peur et la volonté de vivre s'entrechoquèrent et dans un éclat brut. Clara reconnut ce regard, celui qu'elle voyait dans son propre reflet lorsqu'elle affrontait la solitude et le mépris des autres. Elle serra les dents, maudissant l'instinct qui la poussait à rester. D'un geste vif, elle détacha la corde de chanvre, enroulée à sa selle, ses doigts cartecaleux, travaillant avec une précision née de la survie. Elle repéra une racine de saule tordue, noueuse, qui jaillissait du sol comme une main implorante. Avec une force qu'elle ne se connaissait pas, elle y noua la corde, puis rampa jusqu'au bord du bourbier, étendant son corps pour répartir son poids. « Tiens bon », murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour lui, sa voix rauque se perdant dans le vent. Elle lança la corde, qui atterrit à quelques pouces de ses mains. Il s'en saisit, ses doigts glissant dans la boue, mais la corde tint bon. Clara tira, ses muscles hurlant sous l'effort, ses bottes s'enfonçant dans le sol meuble. La boue émettait des bruits obscènes, comme si elle refusait de lâcher sa proie. L'homme, épuisé, s'accrochait à la corde comme à un fil de vie. Après une éternité, ses hanches émergèrent enfin, suivies de ses jambes, et il rampa, à bout de force, jusqu'à la rive dure et sèche. Il s'effondra, le souffle court, son corps tremblant sous une croûte de boue grisâtre. Clara, à quelques pas, l'observait, son cœur cognant encore dans sa poitrine. Elle ne s'approcha pas, mais ne fuit pas non plus.
Lui, à peine conscient, leva les yeux vers elle. « Nathan, Red Elk, articula-t-il d'une voix cassée, entre deux respirations laborieuses. Il ajouta quelque chose dans une langue qu'elle ne comprit pas, mais le ton était clair. Gratitude, mêlée d'une méfiance instinctive. Clara savait ce qui arriverait si elle le conduisait au relais. Les hommes du coin, biberonnés à la peur des Comanches, le pendraient sans poser de questions. Elle pensa au vieux hangar à grains derrière le relais, un abri oublié où les rats et la poussière masqueraient son odeur. « Viens », dit-elle, son ton sec mais ferme, comme si elle scellait un pacte avec elle-même. Elle l'aida à se relever, son corps lourd contre le sien, et le guida à travers les broussailles, jetant des regards nerveux par-dessus son épaule. Le soleil, déjà haut, brûlait leurs ombres sur le sol aride. Si cette histoire d'un courage inattendu dans un monde rongé par la méfiance vous touche, abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer la suite. Votre soutien nous aide à faire vivre ces récits, tissés de vérité et de bravoure, tout droit sortis des pages poussiéreuses de l'histoire. Nathan murmura, alors qu'ils atteignaient sur le hangar. « Numituna, la terre ne veut pas ma mort ici. » Clara ne comprit pas, mais ces mots résonnèrent en elle, comme un écho du désert. Elle ignorait encore que ce choix, sauver un homme qu'on lui avait appris à haïr, allait bouleverser non seulement sa vie, mais aussi l'équilibre fragile d'une frontière prête à s'embraser. Dans l'obscurité du hangar à grains, où l'odeur de la paille pourrie se mêlait à celle de la terre humide, Clara Boone veillait sur Nathan Red Elk, l'homme qu'elle avait arraché à la boue. Le désert, dehors, semblait retenir son souffle, comme s'il savait que ce refuge de fortune abritait un secret qui pouvait enflammer la frontière. La lumière pâle de la lune filtrait à travers les planches disjointes, éclairant le visage épuisé de Nathan, dont les cicatrices luisaient comme des rivières asséchées sur sa peau cuivrée. Clara, accroupie près de lui, épongeait la sueur de son front avec un chiffon déchiré, ses gestes précis mais lourds, d'une tension qu'elle ne pouvait nommer. Elle avait défié tout ce qu'on lui avait appris, la peur des Comanches, la haine héritée, et maintenant, elle se tenait au bord d'un précipice, sans savoir ce qui l'attendait. Les 3 jours qui suivirent furent un combat silencieux contre la mort. Les blessures de Nathan, infectées par la boue fétide du ruisseau, s'étaient mises à suinter un pus jaunâtre. Clara, sans médecin ni remède digne de ce nom, fouilla dans les sous-réserves du relais pour trouver une bouteille de whisky à moitié vide, dont l'odeur âcre lui brûla les narines. Elle versa le liquide sur les plaies, arrachant à Nathan un grognement sourd, ses poings se crispant contre le sol. Avec des lambeaux de sa propre chemise, elle banda ses blessures, ses doigts tremblants, luttant contre la peur de le perdre. Chaque regard qu'ils échangeaient était un fil ténu, tissé d'une méfiance qui s'effilochait lentement. Nathan, entre 2 accès de douleur, murmurait des mots dans sa langue, des sons gutturaux qui semblaient invoquer la terre elle-même. « Numituna » répétait-il, comme une prière, et Clara, bien qu'ignorante de leur sens, y puisait une étrange force. Le 2e soir, alors que le vent hurlait à travers les fissures du hangar, Nathan désigna une marque sur son torse, un tatouage, un cheval ailé, gravé avec une précision qui semblait défier le chaos du monde. À travers des phrases hachées, mêlant un anglais rudimentaire à des gestes, il expliqua qu'il n'était pas un simple guerrier. Il était un cavalier choisi, chargé de protéger son peuple, un homme lié à la mémoire des siens par des vœux aussi anciens que les plaines. Clara, fascinée, traça du regard les lignes du tatouage, comme si elle pouvait révéler les secrets de cet homme qu'elle avait sauvé. Elle se surprit à parler, à voix basse, de son père, William Boone, dont le revolver cassé reposait dans sa poche comme une accusation muette. Elle raconta comment les gens du relais juraient qu'il avait été tué par les Comanches, une histoire qu'elle avait portée comme une vérité absolue
jusqu'à ce jour. Mais cette nuit-là, tout changea. Dans un coin du hangar, sous une pile de sacs moisis, Clara trouva une malle ayant appartenu à son père. Ses mains, guidées par un instinct qu'elle ne comprenait pas, soulevèrent le couvercle grinçant. À l'intérieur, parmi des balles rouillées et des cartes jaunies, reposait un morceau de tissu brûlé, orné d'un motif qu'elle reconnut instantly. Un cheval ailé, identique au tatouage de Nathan. Le choc la cloua au sol, comme si le désert lui-même venait de lui asséner un coup. Son père n'avait pas été victime des Comanches. Il avait été l'un des bourreaux, participant à un massacre qui avait laissé des cendres et des os sur la prairie. La vérité, tranchante comme une lame, déchira le voile de sa colère. Nathan, réveillé par le bruit, la vit tenir le tissu, ses yeux brillants de larmes contenues. Il ne dit rien, mais son regard, lourd de chagrin, parlait pour lui. Il murmura un nom, celui d'une enfant, sa fille, perdue dans le feu de ce même massacre. Clara, le souffle coupé, comprit que l'homme qu'elle soignait portait non seulement ses blessures, mais aussi le poids d'un peuple brisé. Elle rangea le tissu, ses mains tremblantes, et s'assit près de lui, le silence entre eux plus éloquent que n'importe quel mot. Dehors, le relais bruissait de rumeurs. Jed Callen, un chasseur de primes aux yeux froids comme l'acier, rôdait, cherchant un Comanche blessé. Clara savait que chaque heure passée dans ce hangar rapprochait le danger. Mais elle savait aussi qu'abandonner Nathan serait trahir quelque chose de plus grand qu'elle-même. Une vérité naissante, fragile, qui pourrait changer le cours de cette frontière. Alors que la vérité sur le passé de son père brûlait encore dans l'esprit de Clara, comme une braise refusant de s'éteindre, le hangar à grains devint une prison d'ombre et de silence lourd. La nuit du 4e jour, en 1885, enveloppait la frontière Arizona-Texas d'un voile d'encre, percé seulement par le hurlement lointain d'un coyote. Nathan Red Elk, affaibli mais vivant, gisait sur une couverture râpeuse, sa respiration rauque ponctuant l'obscurité. Clara, assise contre un mur de planches disjointes, fixait le tissu brûlé orné du cheval ailé, posé comme une accusation sur ses genoux. Chaque fibre de ce tissu semblait murmurer les crimes de son père, tissant un lien douloureux entre elle et l'homme qu'elle avait sauvé. La fièvre de Nathan s'aggrava cette nuit-là, son corps secoué par des frissons violents, comme si la terre elle-même cherchait à le reprendre. Dans son délire, il murmurait des mots dans sa langue, des fragments brisés qui s'échappaient comme des prières perdues. Clara, les mains crispées sur le chiffon, saisit un nom répété avec une douleur brute. Nijoni, sa fille, arrachée à lui lors du massacre où William Boone avait trempé ses mains. « Je dois l'enterrer sur la prairie », balbutia-t-il, ses yeux fiévreux fixant un point invisible, comme s'il voyait les herbes onduler sous le vent. Clara comprit, avec une clarté qui lui serra le cœur, que Nathan ne fuyait pas pour sauver sa vie. Il portait les cendres de sa fille, un fardeau sacré qu'il voulait rendre à la terre de ses ancêtres. Elle se leva, déterminée à briser la fièvre avant qu'elle ne l'emporte. Elle se souvenait des leçons de sa mère, morte trop tôt sur les plantes du désert. Sous la lumière pâle de la lune, elle fouilla les abords du relais, ses doigts grattant le sol pour trouver des racines de saule dont l'écorce, bouillie, pouvait apaiser la fièvre. Chaque pas dehors était un risque, car les hommes du relais, ivres de rumeurs sur un Comanche en fuite, rôdaient Diane comme des vautours. Elle revint avec une poignée de racines, qu'elle fit bouillir dans une vieille casserole cabossée, l'odeur amère emplissant le hangar. Elle força Nathan à boire le breuvage, tenant sa tête comme on soutient un enfant, ses propres mains tremblant sous le poids de sa peur. S'il mourait, elle porterait non seulement sa mort, mais aussi le sang d'une vérité qu'elle venait à peine de découvrir. À l'aube, le danger frappa. Jed Callen, le chasseur de primes aux yeux d'acier,
revint au relais, ses bottes froides claquant sur le plancher comme un glas. Il avait repéré des traces de boue près du hangar, des gouttes de sang séchées menant à la porte. « Il est ici !» grogna-t-il à ses hommes, un sourire cruel tordant ses lèvres. Clara, alertée par le crissement des éperons, se glissa derrière un tonneau, son cœur battant à tout rompre. Elle entendit Jed ordonner une fouille, ses hommes renversant des caisses et brisant des planches avec une fureur contenue. Prise d'une inspiration désespérée, elle sortit de sa cachette, feignant la panique. « Il est parti vers le nord », mentit-elle, sa voix tremblante mais convaincante, désignant un sentier imaginaire menant loin des Three Sisters. Jed la fixa, ses yeux scrutant son visage comme s'il cherchait une fissure dans son mensonge. Finalement, il cracha par terre et ordonna à ses hommes de seller leurs chevaux, convaincus par la terreur feinte de Clara. Mais le répit fut de courte durée. À peine Jed et ses hommes de partis, Clara comprit que le mensonge ne tiendrait pas longtemps. Les tétrasques de boue, le sang, tout menait à elle. Elle sella un cheval noir du relais, un animal nerveux nommé Shadow, et aida Nathan à monter derrière elle, son corps affaibli, pesant contre son dos. Sous un ciel d'orage, ils s'élancèrent vers les Three Sisters, un sanctuaire de pierre où les Comanches honoraient leur mort. Le vent fouettait leurs visages, portant l'odeur de la pluie imminente, et chaque sabot frappant le sol résonnait comme un compte à rebours. Clara savait que Jed reviendrait, et avec lui, une tempête de vengeance qui menaçait d'engloutir non seulement Nathan, mais aussi la vérité qu'ils portaient tous deux. Alors que les premières gouttes de pluie frappèrent la terre, elle serra les deux reines, son esprit fixé sur un seul but, atteindre le territoire sacré avant que la frontière ne s'embrase. Alors que les premières gouttes de pluie frappaient le sol, annonçant une tempête imminente, Clara et Nathan galopaient vers les Three Sisters, leurs silhouettes minuscules, avalées par l'immensité du désert, Arizona, Texas. L'aube du 5e jour, en 1885, se levait, froide et grise, le ciel lourd de nuages noirs, roulant comme des vagues sur la prairie. Clara, les mains crispées sur les rênes de Shadow, sentait le poids de Nathan derrière elle, son souffle faible mais obstiné contre son dos. Chaque foulée du cheval résonnait comme un défi lancé au destin, un pari contre la mort qui les talonnait. Les Three Sisters, ces monolithes de grès dressés comme des sentinelles, se dessinaient à l'horizon, promettant un refuge sacré mais dangereux, où la vérité qu'ils portaient risquait d'éclater ou de s'éteindre. Le vent, chargé d'une odeur de terre mouillée, fouettait leurs visages, arrachant des mèches de cheveux à Clara, dont les yeux brûlaient de fatigue et de détermination. Ils atteignirent enfin un canyon étroit, où les parois rouges semblaient emmoissignées sous la pluie fine. Clara guida Shadow à l'abri d'une saillie rocheuse, aidant Nathan à descendre, son corps chancelant mais soutenu par une volonté farouche. « On est presque arrivé », murmura-t-elle, sa voix rauque avalée par le grondement du vent. Nathan, les yeux fixés sur les Three Sisters, hocha la tête, serrant contre sa poitrine un petit sac de cuir, les cendres de sa fille qu'il devait rendre à la terre sacrée. Mais le temps leur manquait. Au loin, un nuage de poussière trahissait l'approche de Jed Callen et de sa milice, leurs chevaux lancés à pleine vitesse, leurs cris portés par l'orage comme un chant de guerre. Clara, le cœur battant, fouilla dans sa poche et en tira le tissu brûlé de son père, ce cheval ailé qui liait de son passé aux blessures de Nathan. Elle comprit qu'elle devait agir, non pas pour fuir, mais pour affronter. Elle grimpa sur une crête surplombant la plaine, Shadow piaffant nerveusement sous elle. Face à elle, la milice de Jed apparut, une trentaine d'hommes armés, leurs visages durcis par la haine et la peur. Jed, en tête, son manteau claquant comme une voile déchirée, leva une main pour arrêter ses hommes. « La fille !» rugit-il, son regard glacial la transperçant. «
Tu nous as menti, traîtresse. Où est-il » Clara, dressée sur son cheval, brandit le tissu brûlé, sa voix coupant le vent comme une lame. « Mon père, William Boone, a massacré leur village. Ce tissu en est la preuve. Il n'est pas mort par leurs mains, mais par ses propres péchés. » Un silence lourd s'abattit, seulement brisé par le sifflement du vent. Les hommes de Jed, troublés, échangèrent des regards, leurs fusils vacillant dans leurs mains. Mais Jed, le visage tordu par la rage, dégaina son revolver, le pointant sur Clara. « Tu mens pour sauver ton sauvage !» hurla-t-il, son doigt crispé sur la gâchette. À cet instant, un son grave, comme un battement de cœur venant de la terre, résonna à travers la plaine. Du sommet des Three Sisters, des silhouettes émergèrent, d'abord flottant dans la brume, puis, nettes, des cavaliers comanches, des dizaines, alignés en une ligne silencieuse, leurs lances, protégeurs et plumes d'aigle scintillant sous les éclairs. Ils ne bougeaient pas, mais leur présence pesait comme une montagne, un mur de dignité face à la fureur de Jed. Un homme de la milice, Thomas Reed, un ancien compagnon de William Boone, baissa son arme, ses yeux passant de Clara au cavalier. « Elle dit la vérité », murmura-t-il, sa voix tremblante mais ferme. « J'ai vu Boone après le massacre. Il portait ce tissu. Il n'a jamais été attaqué par eux. » Le doute s'insinua dans les rangs, fracturant l'unité de la milice. Jed, sentant son autorité s'effriter, hurla un ordre de tirer, mais Thomas, dans un éclair de courage, leva son propre revolver. Un coup retentit, et Jed s'effondra, une tache rouge s'étendant sur sa poitrine, son arme tombant dans la boue. La milice, désemparée, recula, certains jetant leurs fusils, vaincus par la vérité qui se dressait devant eux. Clara, immobile sur Shadow, sentit une douleur aiguë déchirer son flanc. Une balle perdue, tirée dans la confusion, l'avait touchée. Elle vacilla, mais tint bon, son regard fixé sur les cavaliers comanches qui descendaient l'île lentement des Three Sisters, non pour combattre, mais pour honorer. Nathan émergea des rochers, son visage marqué par la douleur, mais illuminé par une force nouvelle. Il s'agenouilla près d'elle, murmurant des mots dans sa langue, un adieu ou une prière. La pluie tombait plus fort, lavant la poussière, comme si la terre pleurait, avec eux. Alors que la pluie tombait en rideaux argentés, lavant le sang et la poussière des Three Sisters, Clara s'effondra dans l'herbe trempée, sa main pressée contre son flanc, où une balle perdue avait tracé un sillon brûlant. Le désert, Arizona, Texas, en ce 5e jour de 1885, semblait retenir son souffle, comme si la terre elle-même pleurait la fin d'une haine ancienne. Nathan Red Elk, agenouillé près d'elle, son visage marqué par le deuil et la gratitude, tenait sa main avec une douceur inattendue, ses doigts doncaleux effleurant les siens. Les cavaliers comanches, silhouettes immobiles sous l'orage, observaient Taftey depuis les hauteurs, leurs lances baissées, non en menace, mais en hommage silencieux à une vérité enfin révélée. Clara, le souffle court, sentit le froid s'insinuer dans ses os, mais ses yeux restaient fixés sur Nathan, dont le regard portait le poids de tout ce qu'il avait perdu. Il fouilla dans le sac de cuir attaché à sa ceinture, en tirant une perle de turquoise d'un bleu si pur qu'il semblait voler la lumière des éclairs. « Pour Nijoni » murmura-t-il, sa voix rauque brisant le grondement de la tempête. « Elle repose maintenant, grâce à toi. Cette pierre, elle est à toi. La terre te portera toujours. » Il plaça la perle dans sa paume, refermant ses doigts autour, comme s'il scellait un pacte sacré. Clara, malgré la douleur, serra la turquoise, son éclat contrastant avec la boue et le sang qui maculait dans sa main. Un sourire fragile traversa son visage, un éclat de lumière dans l'obscurité grandissante. Les hommes de la milice, désarmés et brisés, se tenaient à l'écart, leurs visages marqués par la honte. Thomas Reed, celui qui avait abattu Jed Callan,
s'approcha lentement, son chapeau trempé pendant sur ses yeux. « J'ai connu ton père, Clara, » dit-il, sa voix tremblante mais ferme. « Il n'était pas un saint, mais il aurait été fier de toi aujourd'hui. » Il tendit une main, mais Clara, trop faible, ne put la saisir. Elle hocha la tête, un geste qui coûtait plus qu'elle ne pouvait l'admettre, et murmura « Dites-leur la vérité. » Thomas acquiesça, son regard passant des cavaliers comanches aux hommes de son propre camp, comme s'il comprenait enfin le poids des mensonges qui les avaient tous enchaînés. Les Comanches descendirent partis des hauteurs, leurs poneys avançant avec une grâce silencieuse, leurs plumes d'aigle dansant sous la pluie. Un ancien, au visage ridé comme une carte du désert, s'avança vers Nathan. Il parla dans leur langue, des mots doux mais lourds, et Nathan hocha la tête, ses yeux ne quittant jamais Clara. L'ancien posa une couverture tissée sur ses épaules, un geste d'honneur qui semblait lier Clara à leur peuple. Elle sentit une chaleur fugitive, comme si la terre elle-même l'enveloppait, mais le froid revenait, plus insistant. Nathan murmura « Tu as donné plus que ta vie. Tu as rendu la paix. » Ces mots, portés par le vent, furent les derniers qu'elle entendit clairement. Lorsque l'orage s'apaisa, laissant place à un ciel d'un gris pâle, les cavaliers comanches s'étaient mandés retirés, emportant avec eux les cendres de Nisoni, enfin rendues à la prairie. La milice, sous le regard sévère de Thomas, ramassa le corps de Gède et s'éloigna, leur silhouette s'effaçant dans la brume. Clara, laissée sur l'herbe, ne respirait plus, mais son visage portait une sérénité que la frontière n'avait jamais connue. Nathan, avant de partir, empila des pierres autour d'elle, formant un petit tumulus au cœur de la plaine. Au sommet, il plaça la perle de turquoise qui capta les premiers rayons du soleil perçant les nuages, scintillant comme une étoile tombée. Des jours plus tard, une patrouille militaire traversa la plaine, trouvant le tumulus solitaire. Sur une pierre plate, quelqu'un, peut-être Thomas, peut-être un Comanche, avait gravé « Elle a hiré un homme de la boue et sauvé un peuple de la noyade dans sa propre haine. » Les soldats, impressionnés, notèrent tôt l'histoire qui se répandit comme une légende à travers les relais et les salons. Des années plus tard, un vieux conteur, passant à cheval, s'arrêta devant le tumulus. Il toucha la turquoise, toujours intacte, et murmura une prière comme si la prairie elle-même écoutait. Clara Boone, orpheline sans nom, était devenue un pont entre deux mondes, ses cendres mêlées à la terre, sa turquoise brillant comme un serment éternel. L'histoire de Clara Boone, tissée de courage et de vérité, résonne comme un écho dans le désert, où la haine s'efface devant la compassion. Nous espérons que ce récit vous a touché, vous invitant à réfléchir sur les ponts que l'on peut bâtir, même dans les terres les plus arides. Partagez vos pensées sur cette aventure. Dites-nous ce qu'elle a éveillé en vous. Votre voix donne vie à ces histoires oubliées. Avec toute notre gratitude pour votre écoute, nous vous donnons rendez-vous pour d'autres récits où le passé révèle ses héros inattendus. À bientôt sous les étoiles du Far West.